Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 34 ans et la dernière chose à laquelle je m'attendais de trouver dans mon propre garage un mardi soir de novembre, c'était la preuve que mon mariage entier avait été une mise en scène et que j'en avais été la seule spectatrice. Je ne cherchais rien. Je veux être claire là-dessus. Je ne le suivais pas. Je ne vérifiais pas. J'avais relu la même page de mon livre 3 fois, abandonné, et décidé d'aller chercher mon ordinateur sur la banquette arrière de ma voiture pour ne pas oublier de le prendre le lendemain matin. C'était ça. C'était la seule raison pour laquelle j'ai ouvert cette porte. La lumière du garage était déjà allumée. La voiture de Julien était là. Il était censé être à un dîner client. Il m'avait envoyé un message à 19 heures. Je rentre tard, ne m'attends pas. Et je n'avais pas attendu. En réalité, j'avais arrêté de l'attendre des mois auparavant. Je ne me l'étais juste jamais avoué. Je les ai vus avant que mon cerveau comprenne ce qu'il voyait. Julien était debout côté conducteur. Elle était appuyée contre la portière, blazer encore sur les épaules, bras croisés sans tension. Et lui avait levé sa main droite vers son visage, les doigts se déplaçant lentement le long de sa mâchoire, dans l'obscurité, dans mon garage, dans la maison qu'on avait achetée ensemble 3 ans plus tôt. Et la façon dont il la regardait. C'est ça que je continue de revoir. Pas la main, le regard. Ça faisait plus d'1 an qu'il ne m'avait pas regardé comme ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit son nom. Quelque chose d'animal en moi a reculé avant que je puisse prendre une décision, et je me suis accroupie derrière l'arrière de ma propre voiture, entre le pare-choc et le mur, et je suis restée là. Et les larmes sont venues, comme elles viennent quand on ne peut pas faire de bruit, silencieusement, complètement, en étouffant. Je l'ai regardé prendre la main d'elle et la porter à sa bouche. Je l'ai regardé poser une main sur sa poitrine, une seule fois. Je les ai regardés échanger quelques mots que je n'entendais pas. Et puis, elle est allée vers la porte latérale et est sortie. Et Julien est resté seul un moment à regarder dans le vide. Puis, il s'est redressé, a glissé son téléphone dans sa poche et est rentré dans la maison. Je suis restée derrière cette voiture pendant 4 minutes. Je tenais encore mes clés. Si tu as déjà été quelque part où tu n'aurais pas dû être, en train d'apprendre quelque chose que tu ne pourrais plus désapprendre, je crois que tu sais déjà ce qui vient ensuite. Et si quelque chose de ce que je dis est en train de s'installer quelque part dans ta poitrine, vas-y et appuie sur ce pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater la suite, et partage ça avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'il ressent n'est pas une invention. Laisse-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. J'aime savoir qui est de l'autre côté. Maintenant, laisse-moi te ramener au début. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans une maison qui était stable de la façon dont une photographie est stable. Tout immobile, tout composé. Mon père travaillait chez Michelin en horaire décalé et rentrait fatigué d'une façon qui ne laissait pas beaucoup de place à autre chose. Ma mère gérait la maison avec une sorte d'efficacité silencieuse que j'ai passé des années à admirer et que je n'ai compris que bien plus tard comme une forme de survie. Personne ne se disputait chez nous. Personne ne claquait les portes. Personne ne disait les choses difficiles. Ce qu'on faisait à la place, c'était maintenir. L'apparence d'une famille qui fonctionnait, la surface d'une vie normale, avec une précision qui demandait un effort constant et invisible. J'ai un frère aîné, Sébastien, de 6 ans de plus que moi, qui est parti faire ses études à Grenoble à 18 ans et qui était rarement présent même avant de partir. Je crois que partir a été la chose la plus honnête que quelqu'un dans cette famille ait jamais faite. J'avais 9 ans la première fois que j'ai compris que stabilité et sécurité ne sont pas la même chose. Je suis entrée dans la salle de bain un matin et j'ai trouvé ma mère assise sur le rebord de la baignoire, en train de pleurer, vraiment pleurer, le genre qui te courbe. Et quand elle m'a entendue, elle s'est essuyé le visage d'un seul geste, a souri et a dit « Ça va, ma chérie, va mettre la table. » Et je suis allée mettre la table. Elle n'en a plus jamais parlé. Je n'ai jamais posé la question. Ce que j'ai appris dans cette salle de bain, sans encore avoir les mots pour le dire, c'est que la douleur était quelque chose de privé.
que l'apparence d'aller bien était quelque chose qu'on protégeait, qu'être celle qui tient les choses ensemble signifiait qu'on n'avait pas le droit de s'effondrer, pas devant les autres, pas là où ça pouvait se voir. J'ai construit toute ma vie sur cette leçon. J'étais douée pour ça. J'étais tellement douée que les gens confondaient ma maîtrise avec de la sérénité, et je les laissais faire, parce que je n'étais pas sûre moi-même de connaître la différence. J'ai payé ma licence à Lyon 2 avec une bourse sur critères sociaux et ce que je pouvais gagner en caisse le week-end dans une grande surface de la banlieue Est. J'ai étudié la communication parce que j'étais à l'aise avec les mots et assez pratique pour vouloir quelque chose que je pourrais utiliser. J'ai obtenu mon master à Sciences Po Lyon en 3 ans et demi pour économiser un semestre de loyer. J'ai emménagé dans un studio avec des meubles trouvés sur le Bon Coin et une cafetière qui mettait 6 minutes de plus que prévu, et j'étais, je veux être précise ici, sincèrement fière de moi. La réaction de ma mère quand je lui ai annoncé que j'avais fini mes études avant terme, c'était « Ah, c'est bien, ma chérie. Tu sais que Sébastien a eu une promotion ?» J'avais entendu. J'ai rencontré Julien 2 ans plus tard, lors de la soirée d'anniversaire d'un ami commun à Lyon. Il était posé d'une façon que j'ai trouvée belle. Il me posait des questions sur mon travail comme si ça comptait. Il se rappelait des choses que j'avais mentionnées en passant et les remettait sur la table des semaines plus tard. Et à 27 ans, j'ai vécu ça comme une forme d'amour si profonde que je ne me suis pas arrêtée à me demander si c'était simplement de l'attention basique dont j'avais été si privée si longtemps qu'elle me semblait de la dévotion. On a été ensemble 2 ans avant qu'il demande. On s'est mariés au printemps. C'était un beau mariage, je le dis vraiment, c'était genuinement une belle journée. Et pendant un moment, le mariage a été bien aussi. Posé et fonctionnel et chaleureux de la façon spécifique dont Julien pouvait être chaleureux quand il était présent, ce qui au début était presque tout le temps. C'est Diane qui l'a vu en premier. Diane, qui est mon amie la plus proche depuis 7 ans et qui a survécu à son propre divorce à 37 ans avec une clarté que j'ai toujours discrètement enviée. Elle n'a jamais rien dit directement, ce n'est pas tout à fait son style, ou ça ne l'était pas à l'époque. Ce qu'elle a fait, c'est être là. Elle est arrivée avec du café quand j'étais stressée, avec de la nourriture quand j'étais trop occupée pour manger, et une fois, environ 3 mois avant le garage, elle était assise en face de moi à déjeuner, et elle m'a regardé un long moment et elle a dit « Comment tu vas, vraiment ?» Et j'ai dit « Bien ». Évidemment, j'ai dit bien. Elle m'a regardé encore une seconde et a hoché lentement la tête et a dit « D'accord, je suis là quand tu seras prête. » Et elle est retournée à sa salade. J'ai repensé à ce moment énormément de fois depuis. Les 4 mois avant le garage avaient une texture que je continuais de refuser de nommer. Julien était là et pas là. Il se douchait dès qu'il rentrait. Il répondait à mes questions par d'autres questions ou avec une sorte d'épuisement de basse intensité qui me donnait l'impression que demander était en soi une imposition. Il y avait eu un déplacement à Paris que je n'avais pas remis en question parce qu'il avait toujours voyagé pour le travail. Il y avait des soirées tardives que j'expliquais avec la même logique qu'il me donnait. Période chargée, gros compte, tu vois comment c'est. Je voyais comment c'était. Je choisissais simplement l'interprétation qui demandait le moins de moi. Parce que la chose avec le fait d'être celle qui tient les choses ensemble, celle qui a appris dans une salle de bain à 9 ans que la douleur est privée et que l'apparence d'aller bien doit être protégée, c'est qu'on est extraordinairement, dangereusement doué pour choisir la version des événements qui maintient la structure debout. Même quand la structure est déjà creuse. Même quand une partie de soi sait. Je savais. Pas les détails, pas son prénom, pas son visage, pas la façon dont sa main allait se déplacer le long de sa mâchoire dans l'obscurité. Mais je savais que quelque chose était parti. Je sentais l'espace où ça avait été chaque matin depuis 4 mois, et je me levais, et je faisais du café, et j'allais au travail, et je rentrais, et j'allais bien. Et puis je suis entrée dans le garage pour chercher mon ordinateur. Et j'ai arrêté de pouvoir faire semblant de ne pas savoir ce que je savais. Je suis rentrée dans la maison 3 minutes après Julien. Il était à l'évier de la cuisine,
en train de se servir un verre d'eau, et il m'a entendu et s'est retourné, et son visage a fait la chose. Je l'avais vu tellement de fois ces 4 derniers mois que j'aurais presque pu en faire le schéma. La légère pause, le recalibrage, le sourire facile arrivant un demi-temps trop tard. Ah, je te croyais couché. Je venais chercher mon ordinateur, j'ai dit. Ma voix était posée. Je ne sais pas comment. Mes yeux étaient secs à ce moment-là parce que je les avais rendus secs, debout dans l'air froid du garage, le talon de ma main pressé contre mon sternum, comme si je pouvais physiquement tout maintenir à l'intérieur. Julien m'a regardé un moment, et j'ai vu quelque chose traverser son visage, brièvement, quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Et puis il a dit « Grosse journée demain ?» Présentation tôt, j'ai dit. Tu devrais dormir. Oui, j'ai dit. Je vais aller dormir. Je suis allée me coucher. Il est arrivé 20 minutes plus tard. J'étais sur le côté, face à la fenêtre, et j'ai gardé ma respiration régulière pendant qu'il se déplaçait dans la chambre et se glissait dans le lit et finissait par s'immobiliser à côté de moi. Je n'ai pas dormi, pas du tout. Ce que j'ai fait à la place, pendant 6 heures, dans l'obscurité, mon mari à 10 centimètres de moi, c'est ce que je fais toujours quand je suis débordée et qu'il n'y a rien de physique à réorganiser. Je réorganisais l'information. Je suis revenue sur 4 mois de preuves que j'avais classées sous probablement rien, et je les ai regardées différemment. Chaque soir tardif, chaque douche immédiate, chaque question déviée, le déplacement à Paris, la façon dont il avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, pas brutalement, mais progressivement, de la façon dont la marée descend si lentement qu'on ne remarque pas que le niveau a bougé, jusqu'à ce qu'on soit debout sur du sable découvert, à se demander où l'eau est allée. J'ai pensé à la femme dans le garage, le blazer, la façon dont elle avait posé une main sur sa poitrine, une fois, légèrement, comme si elle l'avait déjà fait et le referait. J'ai pensé à sa main sur la mâchoire d'elle. Quand la lumière grise a commencé à filtrer par les volets, j'avais arrêté de pleurer et commencé à réfléchir. Ce sont 2 états différents pour moi, et le passage de l'un à l'autre m'a fait l'effet de quelque chose qui se verrouille en place. J'ai appelé Diane à 7h43, avant que Julien se réveille. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit « Il s'est passé quelque chose hier soir ». Elle a dit « J'arrive ». Elle est arrivée 40 minutes plus tard, en jogging gris et vieux sweatshirt bordeaux et sandales, et elle n'a pas dit « je le savais ». J'ai besoin que tu comprennes à quel point ça a compté. Elle n'a pas dit « je t'avais prévenu » ou « j'avais un pressentiment » ou quoi que ce soit qui aurait fait de ça quelque chose qui lui appartenait. Elle est entrée, elle a mis de l'eau à chauffer, elle s'est assise sur le carrelage de la cuisine, avec le dos contre les placards, pas à la table, sur le sol. Et elle m'a regardée, et elle a attendu. Je lui ai tout raconté. Le garage, la main sur la mâchoire, les 4 minutes derrière ma voiture. Julien qui dit « Tu devrais dormir comme si c'était juste un mardi ». Diane a écouté sans interrompre, ce qui est quelque chose qu'elle doit activement travailler, et qui me dit, quand elle le fait, que le moment est sérieux. Quand j'ai terminé, elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse et a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ensuite ?» Je veux m'arrêter une seconde là-dessus, parce que cette question « Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ensuite ?» est la question à laquelle j'ai pensé depuis. Pas « Qu'est-ce que tu vas lui faire ?» ou « Tu veux que je t'aide à faire ses valises ?» ou même « Tu vas bien ?» Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ensuite ? Parce que ça remettait la direction dans mes mains, avant même que j'aie eu le temps de réaliser que je l'avais lâché. Est-ce que tu as déjà vécu un moment comme ça, où quelqu'un que tu aimais venait de faire quelque chose qui réécrivait tout ce que tu croyais être vrai, et où la partie la plus difficile n'était pas la colère, c'était le deuil. Parce que la colère, c'est propre. La colère, c'est presque facile. C'est le deuil qui te défait. Le deuil de la version des choses dans laquelle tu croyais. Laisse ça dans les commentaires. Je les lis vraiment, un par un. J'ai essayé de dire « Je veux que ce ne soit pas vrai ». C'était ma première tentative de réponse.
Mais quand j'ai ouvert la bouche, ce qui est sorti à la place, c'était « Je veux arrêter de faire semblant de ne pas savoir les choses que je sais ». Diane m'a regardé un long moment. Puis elle a dit « D'accord, alors qu'est-ce que tu sais ?» Cet après-midi-là, pendant que Julien était au bureau, pendant qu'il vaquait vraisemblablement à sa journée de la façon dont vaquent les gens qui se croient non découverts, j'ai appelé une avocate en droit de la famille. Diane m'avait donné le nom, Maître Sophie Renard, quelqu'un qu'une collègue avait utilisé 2 ans plus tôt. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking d'une pharmacie du cours Gambetta, et j'ai composé le numéro, et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que ça me surprend encore maintenant. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas l'énergie vertueuse de quelqu'un qui a été blessé et qui est prêt à se battre. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus étrange que ça. J'avais l'impression que ça faisait très longtemps que je maintenais une porte fermée contre quelque chose, en appuyant tout mon corps dessus, et que je venais simplement de m'écarter. La porte s'est ouverte. Et ce qui est passé à travers n'était pas un désastre. C'était un plan. J'ai passé les 11 jours suivants à vivre dans la même maison que Julien, en ne disant presque rien de ce que je savais. Je veux expliquer ce choix, parce que j'ai eu des gens, plus tard, quand tout ça a été terminé, me demander pourquoi je ne l'avais pas confronté immédiatement. Pourquoi je restais. Pourquoi j'étais civile. Pourquoi je demandais comment s'était passée sa journée, et lui passais le sel à table, et allait me coucher à la même heure comme une femme qui ne savait pas ce qu'elle savait. La réponse honnête est celle-ci. J'étais la fille de ma mère, et pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé ce talent intentionnellement. La maîtrise que j'avais passé 34 ans à construire comme façon de cacher la douleur, je l'ai transformée en outil. Pas pour éviter la vérité, pour protéger le temps dont j'avais besoin pour la comprendre complètement avant d'agir sur elle. Mon rendez-vous avec Maître Renard a duré 90 minutes. Elle était précise et directe, et me parlait comme à une adulte capable de gérer de l'information, ce que j'ai trouvé si inattendument libérateur que j'ai dû regarder par la fenêtre de son bureau un moment pour me recomposer. Elle m'a expliqué à quoi ressemblait notre situation financière sur le papier, quels étaient mes droits concernant le logement, et quel type de documentation a tendance à compter quand un mariage se termine dans ces circonstances. Je suis rentrée à la maison et j'ai regardé nos comptes joints. Ce que j'y ai trouvé n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ou plutôt, ça confirmait quelque chose que je n'avais pas permis à moi-même de formuler complètement comme une pensée. Il y avait des schémas dans les dépenses des 8 derniers mois qui ne correspondaient à aucune histoire que Julien m'avait racontée. De petites sommes, pour la plupart, le genre de choses qu'on ne voit pas si on ne cherche pas, des restaurants que je ne connaissais pas, une nuit d'hôtel dans une ville qu'il avait présentée comme un simple aller-retour, des dépenses diverses dont il n'y avait aucune trace à la maison. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur pendant 2 heures, et j'ai tout documenté. Calmement, comme j'organise une présentation, colonne par colonne. J'ai aussi fait quelque chose dont je ne suis ni fière ni honteuse. J'ai cherché le LinkedIn professionnel du cabinet de Julien, et j'ai parcouru les photos des employés jusqu'à ce que je la reconnaisse. Camille Ferreira, consultante junior, 29 ans, selon une biographie professionnelle que j'ai trouvée. Elle avait le genre de visage qui se photographie bien, regard vif, posture délibérée, l'élan vers l'avant de quelqu'un qui sait qu'elle va quelque part. Je n'ai pas ressenti de rage en trouvant son profil. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. Pas d'elle spécifiquement, je ne l'avais jamais vue avant le garage, mais de la situation. De la géométrie spécifique de ça. Un homme qui avait besoin de se sentir choisi. Une femme qui ne posait pas de questions sur son alliance. Une épouse à la maison qui réorganisait les placards de la cuisine et appelait ça bien. Le 12e soir, j'ai mis la table pour le dîner comme je le faisais toujours. Julien est rentré à son heure habituelle. Il s'est versé un verre de vin et m'a demandé comment s'était passée ma journée, et je lui ai dit que ça avait bien été. On s'est assis. Et puis j'ai tendu le bras derrière moi, vers le plan de travail où je l'avais laissé,
et j'ai fait glisser la chemise cartonnée sur la table vers lui. Il l'a regardée. Puis il m'a regardée. Et pour la première fois en 11 jours, j'ai regardé la mise en scène s'arrêter. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Il a juste regardé cette chemise cartonnée, posée là sur la table entre nous. Une chemise ordinaire, le genre qu'on achète par lot de 25. Et j'ai vu quelque chose passer sur son visage que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas exactement de la culpabilité. Quelque chose qui ressemblait davantage à l'appréhension spécifique d'une personne qui a attendu qu'une porte s'ouvre et qui vient d'en entendre la poignée tourner. J'ai dit « J'étais dans le garage le soir où tu es rentré du dîner client. Je vous ai vu, toi et Camille. J'ai eu 12 jours pour décider ce que je voulais faire avec ça. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. La première chose qu'il a essayé, c'était la confusion. Un léger froncement de sourcils, un clignement lent. De quoi tu parles, Élise? Pas même une question, une affirmation façonnée comme une question. Et je l'ai regardé, et je n'ai rien dit. Et je l'ai regardé comprendre que ça n'allait pas fonctionner. Et puis je l'ai regardé essayer la version suivante. C'est pas ce que tu crois. Je n'ai toujours rien dit. Élise. Sa voix s'est déplacée, plus douce. La version de sa voix qu'il utilisait quand il voulait que je vienne vers lui. Je voulais mettre fin à ça. J'ai besoin que tu le saches. C'est pas sérieux, c'était une erreur, je sais ça. J'étais déjà en train de... Je sais que tu n'allais pas y mettre fin, j'ai dit. Il s'est arrêté. Ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit, j'ai dit. La chemise contenait 2 choses. Une lettre du cabinet de Maître Renard, dont il comprendrait immédiatement la signification, et une page imprimée avec les irrégularités financières que j'avais documentées, organisées par date, par montant, par catégorie, avec une colonne de notes en marge qui rendait très clair que je n'avais pas assemblé tout ça à la hâte. Julien a regardé les 2 documents. Il les a regardés longtemps. Et puis il les a posés et m'a regardé et il a dit, et c'est la partie que j'ai rejouée plus que tout le reste. Il a dit « Depuis quand tu prépares ça ?»« Depuis le lendemain matin du garage, » j'ai dit. Quelque chose a traversé son visage alors. Je veux être précise sur ce que c'était. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas vraiment de la honte. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de l'étonnement. L'étonnement particulier d'une personne qui a sous-estimé quelqu'un qu'elle croyait connaître complètement et qui est en train seulement maintenant de recalibrer entièrement ce que ça signifie. Il a essayé plusieurs autres versions après ça. Il a essayé l'explication. Le mariage avait semblé creux. Il s'était senti seul. Il ne savait pas comment m'en parler. Il avait fait des choix terribles. Il a essayé l'appel. On peut réparer ça, Élise. On a construit quelque chose de réel. Les gens traversent ça. Il a essayé, brièvement, ce que je ne peux décrire que comme la négociation. Une version des événements dans laquelle ce que j'avais trouvé dans les comptes était techniquement dans ses droits, dans laquelle les conversations avec Maître Renard étaient prématurées, dans laquelle on devrait tous les deux juste prendre le temps de souffler. Je l'ai laissé finir chaque version. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas pleuré. Et quand il a eu terminé, j'ai dit « Je ne vais pas faire ça ce soir. Je crois que tu devrais aller dormir ailleurs. » Il est parti chez un ami. Il a pris un sac. Il s'est arrêté à la porte d'entrée un moment avant de sortir. Et je l'ai vu, la chose qu'il voulait que je voie, qui était qu'il était genuinement triste. Qu'une partie de ce qui prenait fin était réelle pour lui, et que la perdre lui faisait mal. Et j'ai laissé ça atterrir. Je l'ai laissé être là. Je ne l'ai pas détourné. Et puis la porte s'est fermée. Je suis restée dans la cuisine un moment. Puis j'ai lavé la vaisselle du dîner. Puis j'ai réorganisé le placard sous l'évier parce que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. Puis je me suis assise sur le carrelage de la cuisine, à l'endroit même où Diane s'était assise. Et je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise là. Il est revenu 2 fois après cette nuit-là. La première fois, c'était 4 jours plus tard, et il est venu avec des arguments. La maison était au nom de nous deux, les comptes étaient joints, rien n'était décidé encore. Il avait des droits, on avait une histoire,
On se devait mutuellement plus qu'une chemise cartonnée sur une table de dîner. Il n'était pas agressif. Julien n'est jamais agressif. Ce n'était jamais là le problème. Mais il était insistant de la façon dont les gens sont insistants quand ils se battent pour quelque chose et qu'ils ne sont pas entièrement sûrs de quoi il s'agit. Je l'ai reçu à la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. J'ai dit « Le cabinet de maître Renard contactera le tien cette semaine. » Et j'ai fermé la porte. La deuxième fois qu'il est venu, il n'avait aucun argument. Il se tenait sur le pas de la porte et me regardait, et son visage était différent, plus silencieux, débarrassé de toute mise en scène. Il a dit « Je suis genuinement désolée, Élise. Je sais que ça ne change rien. J'avais juste besoin que tu l'entendes. » Et ça, c'est le moment auquel j'ai pensé plus que presque n'importe quel autre, parce que je l'ai cru. J'ai regardé Julien debout sur le pas de ma porte dans le froid de novembre, sans sa posture facile ni sa chaleur travaillée, et je l'ai cru. Et ça ne changeait pas une seule chose. Et comprendre ça, comprendre que quelqu'un peut être genuinement désolé et que ce soit quand même complètement terminé, a été l'une des pensées les plus difficiles et les plus clarifiantes que j'ai jamais eues. J'ai dit « Je t'entends » et je le pensais, et j'ai fermé la porte. Si tu as déjà dû fermer une porte sur quelqu'un qui était genuinement désolé, pas cruel, pas un monstre, juste une personne qui avait mal choisi encore et encore jusqu'à ce que le mal devienne permanent, alors tu sais que la fermer ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à poser enfin quelque chose qu'on portait depuis si longtemps que ses bras avaient oublié ce que c'était de ne pas tenir. Ce moment, debout de mon côté de cette porte fermée, dans la maison que j'allais perdre, les mains vides. Si ça t'a touché là où tu ne t'y attendais pas, appuie sur ce pouce bleu. C'est une petite chose. Mais ma mère aussi pliait du linge dans cette maison silencieuse. Et les petites choses s'accumulent pour former une vie. Le processus légal n'a pas été rapide ni propre. Je veux être honnête là-dessus, parce que je crois qu'il existe une version de cette histoire qui laisse entendre qu'une fois qu'on a trouvé sa maîtrise et fait glisser la chemise sur la table, tout se résout avec une efficacité satisfaisante. Ce n'est pas le cas. Il y a eu des mois d'échanges entre le cabinet de maître Renard et l'avocat de Julien, un homme du nom de maître Édouard Vernet, qui envoyait des courriers dans un ton qui parvenait à être simultanément formel et subtilement condescendant, comme si la procédure entière était un léger désagrément pour des personnes de qualité. Il y a eu une séance de médiation pour laquelle je m'étais préparée soigneusement et que Julien a utilisée, en partie, comme occasion de présenter les échecs du mariage comme un grand livre partagé, de lister les façons dont j'avais été distante, préoccupée, pas assez présente, comme si ces choses étaient des défenses plutôt que le portrait commun de deux personnes qui avaient arrêté de se dire la vérité. Je me suis assise à travers tout ça. J'ai écouté. Je n'ai pas contesté les caractérisations que je trouvais injustes, pas parce que j'étais d'accord avec elles, mais parce que maître Renard m'avait dit clairement « La table de médiation n'est pas l'endroit pour avoir raison. C'est l'endroit pour obtenir ce dont vous avez besoin. » Alors je me suis concentrée sur ce dont j'avais besoin. L'appartement a été vendu. Le partage a été équitable. Ce avec quoi je suis repartie n'était pas rien. Financièrement, j'étais plus stable qu'en entrant, ce à quoi je ne m'attendais pas, et qui a semblé surprendre Julien aussi. Diane m'a conduite à la signature finale. Sur le trajet, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a mis une playlist qu'elle avait préparée. Pas des chansons tristes, pas des chansons triomphantes, juste des chansons qu'on avait écoutées ensemble au fil des années, des chansons qui appartenaient à des mardis après-midi ordinaires, plutôt qu'à une émotion particulière. J'ai regardé par la vitre passager la ville défiler, et j'ai pensé à la petite fille de 9 ans dans la salle de bain, qui regardait sa mère sourire, et j'ai pensé « Je ne serai pas la femme qui plie le linge ». J'ai signé tout ce qui demandait à être signé. Maître Renard m'a serré la main dans le couloir après et a dit « Vous avez traversé ça avec beaucoup de grâce. » Je ne savais pas tout à fait quoi faire de ça, alors j'ai dit « Merci » et je le pensais, et je suis allée rejoindre Diane dans le hall. Elle m'a regardé le visage et a dit « On mange. Maintenant. » On est allé dans une brasserie à 3 rues de là,
et on a commandé du petit déjeuner à 2 heures de l'après-midi, et j'ai tout mangé, ce que je mentionne parce que je ne mangeais pas correctement depuis des semaines, et que Diane l'avait remarqué sans le dire directement, se contentant de continuer à mettre de la nourriture devant moi, et de parler d'autre chose. Ses enfants, un projet au travail, un livre qu'elle avait commencé et abandonné, jusqu'à ce que j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans mon assiette sans m'en rendre compte. Ça aussi, c'est une forme d'amour. J'ai emménagé dans mon appartement un jeudi de février. 2e étage, 2 chambres, une pour dormir, une que je me suis d'abord dit que ce serait un bureau et qui est surtout devenue la pièce où je mets les choses sur lesquelles je n'ai pas encore décidé. Une cuisine plus petite que dans l'appartement conjugal. Pas de garage. Une vue sur un parking et, au-delà, une bande d'arbres à laquelle je me suis attachée de façon inattendue. Le premier soir, j'ai déballé la cuisine en premier, évidemment. J'ai organisé les placards comme je voulais qu'ils soient, pas comme Julien le préférait, pas le compromis dans lequel on s'était installé au fil de 6 ans, juste de la façon qui avait du sens pour moi. Les épices par ordre alphabétique, les tasses à gauche, la bonne poêle là où je pouvais l'atteindre sans rien déplacer. Je me suis reculée et j'ai regardé, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que je l'ai presque pas reconnu. Je me suis sentie moi-même. La chose avec les conséquences, c'est qu'on n'a pas besoin de les fabriquer. Je l'ai appris lentement, dans les mois qui ont suivi. Parce qu'il y a une partie de toi, la partie qui s'est accroupie derrière une voiture dans l'obscurité et a étouffé des larmes, et a passé 12 jours à construire silencieusement un dossier, qui veut être celle qui fait arriver les choses, qui tire le levier, qui s'assure que les gens qui ont agi sans conséquence en ressentent enfin le poids. Mais je n'ai rien fait. Je me suis installée dans mon appartement, je suis retournée au travail, j'ai réorganisé ma cuisine et appris les bruits que faisait mon nouvel immeuble la nuit, et j'ai commencé à dormir, vraiment dormir, pour la première fois depuis des mois. Et les conséquences sont arrivées quand même. C'est Diane qui m'a tenue informée, non pas parce qu'elle surveillait quiconque, mais parce qu'elle existait dans le même milieu professionnel lyonnais que Julien, et entendait les choses de la façon dont on entend les choses quand on est perspicace et que les gens vous font confiance. Elle m'a appelé un mercredi soir, environ 6 semaines après la signature finale, et j'étais debout à mon plan de travail en train de manger des pâtes réchauffées, et elle a dit « Alors, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » J'ai posé ma fourchette. Il s'est avéré que le cabinet de Julien avait une politique interne concernant les relations entre personnel senior et junior, qui était, apparemment, appliquée plus sérieusement que Julien ou Camille ne l'avaient calculé. Quelqu'un, Diane ne savait pas qui, et je n'ai pas demandé, avait fait un signalement. Pas moi. Pas quelqu'un qui me soit relié, pour autant que je puisse en juger. Quelqu'un à l'intérieur de ce cabinet qui avait observé la dynamique se développer et avait décidé que ça valait la peine d'être signalé. Julien n'a pas été licencié, je veux être précise. Il a été réaffecté, déplacé vers un autre portefeuille de compte, un autre étage, un changement présenté en interne comme une restructuration, mais que tout le monde dans ce cabinet a compris immédiatement. Sa trajectoire dans ce cabinet, qui était la chose dont il était le plus fier, la chose qui définissait comment il se percevait dans le monde, a été altérée d'une façon qui ne pouvait pas être défaite. Camille a quitté le cabinet dans le mois. Je ne sais pas où elle est allée. J'ai trouvé que je n'avais pas particulièrement besoin de le savoir. Ce que j'ai ressenti quand Diane m'a raconté tout ça n'était pas de la satisfaction. Je veux être précise là-dessus, parce que je crois que la version honnête de cette histoire l'exige. Ce que j'ai ressenti ressemblait davantage à une tristesse fatiguée et compliquée, la tristesse particulière qui vient de regarder quelque chose confirmer ce qu'on savait déjà, qui est que les choix ont un poids, et que ce poids finit toujours par atterrir quelque part, sur quelqu'un, tôt ou tard. Je n'ai pas célébré. J'ai fini mes pâtes. J'ai parlé avec Diane d'autre chose pendant encore 20 minutes, la pièce de théâtre de sa fille à l'école, les fiançailles d'une connaissance commune. Et puis on s'est dit bonne nuit. Les gens qui sont revenus ne sont pas tous revenus en même temps, et ils ne sont pas revenus simplement.
Ma mère a appelé en mars. On s'était parlé brièvement autour des fêtes, les appels soigneux et en surface sur lesquels notre relation avait toujours été construite. Mais là, c'était différent. Elle a appelé un dimanche après-midi, et quand j'ai décroché, elle a été silencieuse un moment, de la façon dont elle est silencieuse quand elle organise quelque chose qu'elle a décidé de dire. Et puis elle a dit: Je crois que je savais que quelque chose n'allait pas dans ce mariage avant toi. Et je n'ai rien dit. Et j'y pense. Je me suis assise avec ça un moment. Puis j'ai dit: Pourquoi tu n'as rien dit? Une autre pause. Parce que je ne voulais pas être celle qui se trompait sur lui. Il semblait stable. Et je croyais que la stabilité était ce qu'il fallait. Je croyais que je te protégeais du souci. J'ai dit: Je sais. Elle a dit: Je suis désolée, Élise. Ce n'était pas une longue conversation après ça. Ce n'était pas une réconciliation en larmes. On n'est pas soudainement devenu un autre type de mère et fille. Mais quelque chose là-dedans était réel. Plus réel que la plupart de ceux qui avaient passé entre nous en 34 ans. Et je me suis accrochée à ça, sans exiger que ça soit plus que ce que c'était. Mon frère Sébastien a appelé depuis Grenoble 2 semaines plus tard. Sa version d'une excuse était surtout pratique. Si tu as besoin qu'on t'aide à déménager des cartons, si tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit au nouvel appartement, dis-le-moi. Ce qui est le langage de Sébastien et l'a toujours été. Ce qui compte, c'est qu'il a appelé. Il a cherché le numéro et il a appelé. Il y avait des gens qui ne sont pas revenus. Un couple avec qui on était proche, des amis qui étaient devenus nos amis à partir des amis de Julien, et qui, je le comprenais maintenant, avaient toujours été plus les siens que les miens, qui se sont tus de la façon dont les gens se taisent quand choisir un camp leur semble trop inconfortable à faire explicitement. J'ai accepté ça sans amertume, ce qui m'a surprise. Je m'étais attendue à me sentir abandonnée par leur silence. Ce que j'ai ressenti à la place était surtout de la clarté. Le silence était une information. Il s'est organisé de lui-même dans la bonne colonne. Ce que je n'ai pas fait, et ça a compté, je crois, plus que presque n'importe quoi d'autre dans cette période, c'est courir après quiconque. Je n'ai pas appelé des gens pour m'expliquer. Je n'ai pas géré le récit. Je n'ai pas joué la convalescente pour le bénéfice de personne. Diane l'a remarqué. Elle a dit, un après-midi autour d'un café, « Tu ne fais pas la chose. » J'ai dit, « Quelle chose ?» La chose où tu mets tout le monde à l'aise avec ta douleur pour qu'ils puissent rentrer chez eux en se sentant bien. Je ne l'avais pas nommé comme ça avant. Mais elle avait raison. Un soir d'avril, un jeudi, le ciel encore clair passait 19 heures, les arbres derrière mon parking commençant à montrer du vert, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc de papier et j'ai écrit une lettre. Pas à Julien, pas à Camille, pas même à ma mère. Je me l'ai écrite à moi-même. À la version de moi qui s'était tenue dans cette salle de bain à 9 ans et avait appris la mauvaise leçon sur ce que l'amour demandait de toi. J'ai écrit: Tu n'étais pas la facile parce que tu étais forte. Tu étais la facile parce que personne ne faisait assez attention pour voir ce que tu portais. Ce n'est pas un compliment. Ça n'en a jamais été un. Et tu as le droit de poser tout ça. Diane était là quand je l'ai écrite. Elle était sur mon canapé à lire, de la façon dont elle passe parfois les jeudis soirs maintenant, de la façon dont le font les amis quand la proximité elle-même est le point. Et quand j'ai fini, je le lui ai lu à voix haute, sans l'avoir prévu. Elle a levé les yeux de son livre. Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit: « La voilà. 2 mots. C'est tout. » Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire: « La voilà. La version de toi qui a toujours été là, sous la maîtrise, sous la maintenance, sous 34 ans à s'assurer que la surface reste lisse. La voilà. Enfin. » Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 34 ans. Je vis dans un appartement avec une vue sur un parking et une bande d'arbres auxquels je me suis attachée de façon déraisonnable. Mes placards de cuisine sont organisés exactement comme je veux qu'ils soient. J'ai acheté des fleurs mardi dernier. Pas pour une raison, pas pour quelqu'un, juste parce que je passais devant elles au marché des Brotteaux et qu'elles étaient jaunes, et que c'était un mardi,
et que je les voulais. Elles sont sur mon plan de travail en ce moment. Je pense à Julien parfois, pas avec nostalgie, mais avec le sentiment spécifique et compliqué qu'on a pour quelqu'un qui était genuinement réel pour soi, qui vous a genuinement blessé, qui n'était pas non plus genuinement un monstre. Juste une personne qui a arrêté de me choisir et ne l'a jamais dit. Je pense à son visage le soir où j'ai fait glisser la chemise sur la table, cet étonnement bref, recalibrant. Et je comprends maintenant que ce qu'il voyait n'était pas celle que j'étais devenue, c'était celle que j'avais toujours été. Il n'avait juste pas fait suffisamment attention. Je pense à ma mère dans la salle de bain. Je pense à son sourire. Ça va, ma chérie. Et je ressens quelque chose pour elle maintenant que je ne pouvais pas ressentir à 9 ans, ni à 24, ni même à 33. Je ressens du deuil pour elle. Pour la version d'elle qui a appris la même leçon que moi, de quelqu'un avant elle, dans une pièce que je ne verrai jamais. Je ne suis pas elle. Ce n'est pas un jugement. C'est juste un fait qui m'a demandé 34 ans et une nuit de novembre dans un garage pour se comprendre. Avant de partir, je veux te demander quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as finalement arrêté de faire semblant de ne pas savoir quelque chose que tu savais depuis longtemps, et où, au lieu de te détruire, ça t'a libéré? J'y pense beaucoup. À combien de temps on porte les choses dans le mauvais sens parce que les poser ressemble à une perte? Laisse ça dans les commentaires. Raconte-moi ta version du garage. Je les lis vraiment, un par un. Et si cette histoire est restée avec toi, si une partie d'elle t'a semblé être la tienne, appuie sur ce pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, et partage avec quelqu'un qui a besoin de la permission d'arrêter de faire semblant de ne pas savoir ce qu'il sait. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 34 ans, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.